En novembre 2007, au Cap Canaille, à Cassis ou Cassis comme vous voudrez, à 25 km de Marseille, au bas de la falaise, on retrouve les ossements de deux cadavres. Un certain Jean-Pierre Faure et une femme qui s'appelait Dominique Ortiz. La presse les a appelés les amants du Cap Canaille. Ils ont été assassinés à 3 ans d'intervalle par le même homme. Et on a bien failli ne jamais retrouver leurs cadavres. C'est l'originalité de cette histoire. On retrouve les cadavres pendant le procès. Pour le débrief tout à l'heure, je serai avec maître Victor Gioia du barreau de Marseille qui a été dans ce dossier l'avocat des deux familles de victimes. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. C'est l'histoire d'une jolie rousse de 30 ans qui s'appelle Dominique Ortiz, et qui vit à Allo, à 15 km de Marseille, chez son papa, Manuel. Alors vous allez me dire que vivre chez papa à 30 ans, une jolie rousse comme elle, c'est pas bien normal. Mais il y a une raison. Les chevaux. Les Ortiz, père et fille, élèvent des chevaux. C'est leur passion commune. Les bêtes et la nature. Leur ranch. Cela dit, depuis 7 mois, Dominique a un petit copain, Jean-Claude. Un petit brin ténébreux avec une cicatrice à l'arcade sourcilière. Ça lui donne un côté mauvais garçon. C'est fou ce que l'effet d'une cicatrice bien placée fait sur les nanas. Bref. Et c'est du sérieux, hein. Dominique est enceinte. Et du coup, avec Jean-Claude, ils parlent de s'installer ensemble. À 30 ans, Dominique va quitter papa et le ranch. Mais n'allons pas trop vite. Pour l'instant, elle se contente de passer une nuit de temps en temps chez Jean-Claude à Marseille. Et c'est ce qu'elle fait dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 mars 2001. Elle dort chez son amoureux. Mais elle a promis à son père d'être à Allo pour le traditionnel barbecue dominical. Ça, chez les Ortiz, c'est une institution, le barbecue du dimanche, avec les amis, les voisins et la famille. Et ce dimanche 25 mars, tout le monde est arrivé, mais pas Dominique. On l'attend, on boit l'apéro, elle n'est toujours pas là. Alors on commence à s'inquiéter, ça ne lui ressemble pas. Le père l'appelle sur son portable, répondeur. Il appelle donc le petit ami, Jean-Claude. Jean-Claude ? Oui, bonjour, c'est le père de Dominique, là, Manuel. Dites, vous avez des nouvelles de Dominique ? Parce qu'on l'attend, il n'est toujours pas arrivé. Ben, écoutez, j'en ai pas non plus. Je l'ai déposée au métro Larose ce matin, elle voulait faire un tour en ville. Et elle m'a dit qu'elle allait vous rejoindre après, je l'ai pas eu depuis. Je suis quand même inquiet, hein, Jean-Claude. Parce qu'elle aurait dû être là à midi et elle est toujours pas là. Bon, à un moment donné, le père met les grillades sur le barbecue et on attaque le déjeuner. Et puis arrive le dessert. Et Dominique n'est toujours pas là. Alors le père appelle ses copains, ils n'ont aucune nouvelle. Et c'est là qu'une copine lui dit « Jean-Claude dit qu'il l'a déposée au métro Larose. Ça m'étonne d'elle, ça, parce que y a rien à faire un dimanche au métro Larose, tout est fermé. Et puis franchement, aller se promener en ville, c'est pas son genre, hein, Dominique, elle déteste ça. » Et ça, c'est bien vrai. Ça n'est pas pour rien qu'elle continue de jouer les tanguis à Allo. La ville, c'est pas son truc. Et donc la ville un dimanche, effectivement, ça ne tient pas debout. Le père téléphone aux hôpitaux, rien. Alors il se rend au commissariat pour signaler la disparition de sa fille. Et la réponse des policiers est comme toujours. Elle a 30 ans, votre fille. Et donc elle est majeure. Et pas depuis hier en plus. Hein. Elle a parfaitement le droit de disparaître, hein, sans donner de nouvelles. Hein. Je suis désolé, monsieur. Hein. On ne peut rien faire. Donc pour l'instant, ne rien attendre de la police. De la police et d'ailleurs du petit copain Jean-Claude. Hein. À celui-là, on ne peut pas dire qu'il se sente très concerné. Le père l'appelle, il lui laisse des messages. Il ne prend même pas la peine de rappeler. Enfin, c'est dingue, ça. Sa fiancée enceinte a disparu. Il n'a pas l'air du tout inquiet. Et les semaines passent. Et 3 semaines après la disparition de Dominique, le père décide de tendre un piège
à Jean-Claude. Il le fait appeler par une copine de Dominique qui le fait venir chez elle. Et lui se planque à l'étage et il écoute. Et il est effaré par le détachement du soi-disant fiancé de sa fille. Alors d'un coup, il surgit dans le salon. « Dites Jean-Claude, je vous ai écouté là, depuis tout à l'heure. Moi, si j'étais vous, j'irais tout droit à la gendarmerie. Hein. » « À la gendarmerie ? Mais il n'en est pas question. » Et là, le père, hors de lui, dégaine un pistolet. Et il le pointe vers Jean-Claude. Genre, tu vas y aller à la gendarmerie de gré ou de force. Et là, l'autre s'enfuit en courant. Pour aller où ? Pour aller à la gendarmerie. Mais pas pour parler de Dominique, hein. Pour se plaindre de son beau-père qui vient de le menacer d'une arme. Du coup, le lendemain matin, les gendarmes débarquent au ranch des Ortiz. Et ils se lancent dans une grande perquisition à la recherche du pistolet. Pas de Dominique, hein, du pistolet. Et ils ne vont pas le chercher bien longtemps. « Oh là, ne me retournez pas à la maison, hein. Le voilà, ce pistolet. Et comme vous pouvez constater, c'est pas avec ça que j'allais le tuer, l'autre couillon, là. Hein. C'est un jouet. C'est une copie d'assez mauvaise qualité, d'ailleurs. Et du coup, le père en profite pour leur parler, aux gendarmes, de Dominique, de sa fille qui a disparu. Il leur rappelle qu'elle est enceinte, que ça fait 3 semaines qu'il est sans nouvelles, et il leur explique que son fiancé, Jean-Claude, a une attitude vraiment bizarre. Et les gendarmes, du coup, acceptent de lancer une RIF, une recherche dans l'intérêt des familles, et de se rencarder sur ce Jean-Claude Doulieri et sur son emploi du temps dans la nuit du 24 au 25 mars. Ils étudient notamment son téléphone portable. Et dans la foulée, ils vont interpeller Jean-Claude chez lui. Et au passage, ils embarquent sa mère, Georgette. Et pourquoi donc d'ailleurs sa mère ? Eh bien parce que, en examinant la fadette de Jean-Claude, c'est-à-dire le relevé détaillé de son portable, ils se sont aperçus que dans les heures qui précèdent et qui suivent la disparition de Dominique, Jean-Claude et sa mère se sont appelés plus de 60 fois. Et pour se dire quoi ? En garde à vue, la mère se mure dans le silence. « Je suis désolé, hein. Moi, je ne connais pas l'emploi du temps de mon fils. » Et Jean-Claude, lui, à chaque fois qu'apparaît une contradiction dans son emploi du temps, « je sais pas, je sais plus. » Et après, il regarde le bout de ses chaussures, sans rien dire. Les gendarmes s'amusent à chronométrer la durée de ces silences. Son record, 24 minutes. Sans dire un mot, sans répondre à une seule question. Il joue la montre, le diable. Il sait qu'une garde à vue ne dure que 48 heures et que si, à la fin, il n'y a rien de concret, on devra le relâcher. Prudemment, les gendarmes décident de le relâcher tout de suite, au bout d'une journée, pour se garder du temps de garde à vue. Et donc Jean-Claude et sa mère rentrent chez eux. Mais les gendarmes ne vont plus les lâcher, ni l'un ni l'autre. Leur relation est tellement fusionnelle. Si Jean-Claude est responsable d'une manière ou d'une autre de la disparition de Dominique, sa mère est forcément complice. Les gendarmes les ont eu tous les deux en face pendant 2 jours, ils en sont totalement convaincus. Parce qu'en plus, les amis de Dominique commencent à balancer. La mère harcelait sa future belle-fille, elle l'a maltraitée même. Des insultes, des menaces. Une fois, elle aurait même essayé de l'étrangler. Et un jour, elle l'a menacé de mort. De mort ! Et du coup, les gendarmes s'intéressent presque plus à la mère qu'au fils. La mère de Jean-Claude s'appelle Georgette Roux. Elle habite le quartier de Château-Gombert, à Marseille. Un petit pavillon dans lequel elle a élevé ses 5 enfants. Et c'est un sacré personnage, connu pour son tempérament de feu et pour ses colères. Et en creusant un peu, pas beaucoup, les gendarmes découvrent qu'en plus, elle a un passé. En 1981, elle a été la cible d'une enquête après la mort de son mari, Charles Doulieri, le père de Jean-Claude. Le pauvre homme est mort dans son lit à l'âge de 39 ans, alors qu'il était en pleine santé. Hémorragie interne, a dit l'autopsie. Mais l'enquête n'est pas allée plus loin. Mais ce que disent les gens, c'est qu'après la mort du père,
Jean-Claude, le fiston, est devenu l'homme de la famille, au-delà des relations traditionnelles entre une mère et un fils. Et d'ailleurs, c'est lui qui s'occupait de l'éducation de ses petits frères, pendant que Georgette jouait les veuves joyeuses. Les gendarmes retrouvent un certain Jacques, qui a été l'amant de la mère à cette époque-là. Oh, elle était violente, elle était colérique. 2 fois elle a essayé de me tuer. 2 fois. Une fois, elle a même voulu me planter un ciseau dans le ventre. Heureusement, j'ai pu l'arrêter. Et une autre fois, elle a attrapé un fusil pour me tirer dessus. Et c'est Jean-Claude qui avait démonté le percuteur pour qu'elle puisse pas me tuer. Bref, sacré numéro, la Georgette. Les gendarmes retrouvent aussi une ex-petite amie de Jean-Claude, Virginie, qui vient compléter le tableau. Elle dit que Georgette pratiquait sur elle un harcèlement permanent, qu'elle proférait des menaces, à tel point qu'au bout de 2 ans, elle a rompu parce qu'elle avait peur de sa mère. Mais l'autre a continué à la harceler au téléphone. Vous savez ce qu'elle m'a dit un jour? Elle m'a dit, si tu tombes enceinte de mon fils, je te tue. Elle m'a dit ça. Vu le contexte, ça éclaire, non? Et puis, il y a une autre histoire qui court et qui concerne cette fois-ci Jean-Claude lui-même. Sa petite sœur raconte qu'un jour, il lui a planté un couteau dans la cuisse. Alors l'affaire s'est réglée en famille, mais ça aussi, ça éclaire. Jean-Claude a hérité de la violence de sa maman. Voilà donc pourquoi, 10 mois après la disparition de Dominique, en février 2002, les gendarmes les remettent en garde à vue, tous les deux. Et une fois de plus, la mère et le fils font la carpe. Bah, on n'a rien fait, nous. On n'a rien fait du tout. Eh bien, tant pis. Au terme de leur garde à vue, ils sont déférés tous les deux et inculpés tous les deux pour enlèvement et séquestration et écroués tous les deux. Ce qui, entre nous, de la part du juge d'instruction, est assez limite, parce qu'il n'a pas grand-chose dans son dossier. Il a juste des suspicions, il n'a rien de concret. Et d'ailleurs, après 4 mois de prison, leur avocat parvient à les faire libérer. Normal. Et la vie reprend, comme avant. C'est-à-dire que Jean-Claude retourne travailler comme maçon chez Robert Faure, qui l'employait avant. Robert Faure qui est d'ailleurs beaucoup plus que son patron, c'est un peu son deuxième père. Quand son père est mort, Jean-Claude avait 11 ans. Et comme il était copain avec l'un des fils Faure, Jean-Pierre, il a trouvé là-bas une deuxième famille. Et d'ailleurs, depuis qu'il est sorti de prison, c'est chez Jean-Pierre qu'il s'est réfugié. Chez Jean-Pierre et chez sa femme Béatrice, à Sanary-sur-Mer. Avec un petit côté ménage à 3 qui fait un peu jaser d'ailleurs, et qui finit par peser sur la vie de couple. La jalousie. Forcément, le copain Jean-Pierre finit par penser que Jean-Claude en pince pour sa femme. Ça va mal se finir. Ça va mal se finir. La fille de Jean-Pierre et Béatrice racontera plus tard la scène suivante. Un soir, elle est réveillée par une dispute. En bas, ils sont tous les 3 bourrés comme des coins et ils s'engueulent. Et elle entend son père qui dit: de toute façon, je m'en fous. Moi aussi, j'en ai eu les maîtresses. Et j'ai participé à des partouzes, si vous voulez savoir. Quoi? Comment t'as pu faire ça à ta femme? Et peu après, Béatrice demande le divorce. Mieux, elle refait sa vie avec Jean-Claude. Ça va mal finir. Le 16 mars 2005, Jean-Pierre Faure disparaît à son tour. Je vous l'avais dit. La gamine arrive chez son père pour 2 jours. Elle trouve la maison fermée. À l'intérieur, aucun désordre, ce qui n'est pas le genre de Jean-Pierre. Et depuis, plus de nouvelles. Elle en parle à sa mère et à Jean-Claude qui débarque. Mais il est où, papa? Mais on n'en sait rien, nous. Comment veux-tu qu'on sache? Et là-dessus, Béatrice et Jean-Claude s'installent dans le lit conjugal, comme s'ils étaient certains que Jean-Pierre n'allait pas revenir. Mais la gamine, elle, ne lâche pas l'affaire. Elle fait la scie auprès de sa mère. Mais il est où, papa? Il est où? Elle lui pose la question 1 fois, 2 fois, 3 fois.
jusqu'à obtenir cette réponse incroyable. Eh bien, ton père, il est mort. Avec Jean-Claude, on a brûlé ses affaires dans une voiture. Il était sacrément lourd à porter, d'ailleurs. Hein. Et puis, ça n'a pas été facile à nettoyer. Hein. La gamine n'en revient pas. Sa mère vient de lui avouer le meurtre de son père, et en plus, elle pleurniche parce que ça a été dur à nettoyer. Alors le soir même, elle raconte tout ça à son grand-père, qui lui conseille de porter plainte, ce qu'elle fait le 30 mars 2005. Et quand elle arrive chez les gendarmes, elle n'y va pas par 4 chemins. Bonjour. Voilà, je viens vous voir parce que Jean-Claude Doulieri, eh ben, il a tué mon père. Alors dès que la gamine a tourné les talons, les gendarmes placent Jean-Claude et Béatrice sur écoute. Et puis la gamine a parlé d'une voiture brûlée. Alors ils se font remonter tous les incendies de voitures depuis la disparition de Jean-Pierre. Et bingo, ils tombent sur une voiture brûlée achetée 15 jours plus tôt par un certain Jean-Pierre Faure. Ça sent bon, tout ça. Alors ils présentent la photo de Jean-Pierre au vendeur de voitures. Ah, il ne le reconnaît pas. Ah, je vous jure que c'est pas lui qui est venu acheter cette voiture. Hein. Moi, celui-là, je l'ai jamais vu. Hein. Et celui-là, vous l'avez vu? Ah oui, celui-là, je le reconnais. Ben, c'est lui qui m'a acheté la voiture. Ils viennent de lui montrer une photo de Jean-Claude Doulieri, qui a donc acheté une voiture au nom de son copain Jean-Pierre pour la faire cramer ensuite. L'épave de la voiture est localisée. Les techniciens de l'identification criminelle la passent au crible. Et sur une partie qui n'a pas brûlé, ils trouvent une tache de sang. Une petite tache qui, après analyse, s'avère être le sang de Jean-Pierre. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Comme sans doute, ils ont tué avant Dominique Ortiz. Le 6 avril 2005, Béatrice Faure et Jean-Claude Doulieri sont tous les deux placés en garde à vue. Au début, Béatrice sert une histoire à dormir debout. Mais c'est-à-dire que Jean-Pierre et moi, on est en train de divorcer. Et donc Jean-Pierre, il s'est acheté une voiture, mais il a quitté le domicile conjugal. Moi, je peux rien vous dire de plus. Il doit être quelque part, quoi. Mais c'est long, une garde à vue. Et au bout d'une heure d'interrogatoire, Béatrice commence à lâcher du lest. Bon, c'est vrai que le 16 mars, quand je suis rentré chez moi, il y avait du sang partout, ça c'est vrai. Mais attention, hein, elle n'accuse pas pour autant Jean-Claude d'avoir tué son mari. Jean-Claude est lui interrogé en parallèle. Il ne lâche rien. Qu'importe. À la fin de la garde à vue, les deux amants sont déférés chez le juge d'instruction et ils sont mis en examen et écroués pour le meurtre de Jean-Pierre. Car plus personne ne s'intéresse à la disparition de Dominique Ortiz. L'instruction dure 2 ans et au bout, il manque toujours le cadavre. Et c'est donc dans cet état que le dossier part devant la cour d'assises. Le procès s'ouvre à Draguignan le 14 novembre 2007. Entre-temps, Béatrice est sortie de prison et comparée libre. Mais Jean-Claude Doulieri, lui, est toujours détenu. Et comme elle est libre, elle a eu l'occasion de se pomponner. Elle est maquillée comme une voiture volée. Disons qu'elle a moyennement l'apparence d'une veuve éplorée. Et ça démarre par un coup de théâtre, signé Béatrice. Mon mari Jean-Pierre est mort. Et je vais vous indiquer où il se trouve. Que diable! Ça, c'est un rebondissement. Alors évidemment, tout le monde se demande si c'est du bluff. Elle a tellement changé de version depuis le début. Mais la déclaration, en tout cas, fait sortir Doulieri de son silence. Si elle sait, qu'elle nous montre. Le président suspend l'audience. Il veut s'entretenir avec Béatrice.
Ça vous surprend peut-être, ce tête-à-tête entre le président de la cour d'assises et l'accusé. Il y a son avocat, bien sûr, qui est là. Mais c'est vrai que ça n'est pas courant. Et si le président fait ça, c'est que l'affaire est grave. Parce que si elle dit où est le corps de son mari, eh bien le procès s'arrête là. Maintenant. Tout de suite. Madame, vous devez savoir que si vous révélez maintenant où se trouve le corps de votre compagnon, il va falloir arrêter le procès. Je devrais ordonner un supplément d'information. Vous devez mesurer toute la conséquence de ce que vous allez dire. J'ai bien compris, monsieur le président. Et d'ailleurs, qu'avez-vous l'intention de dire, madame? Mais la vérité, monsieur le président. Je vais dire que Jean-Claude a jeté Jean-Pierre du haut d'une falaise, vers Cassis, dans les Calanques. Et vous savez où exactement? Exactement, non. Mais si vous m'y amenez, je trouverai. Dans ma mémoire, il y a une route, il y a une table d'orientation, et puis un peu plus loin, il y a comme une patte d'oie. Et là, il faut prendre à droite. Et en haut du chemin, il y a une vigie, et il y a un muret, et c'est là qu'il a jeté le corps. C'est très rare, un rebondissement comme ça au cours d'un procès d'assises. C'est très rare, et donc le président prend une décision qui est rare elle aussi. Il emmène toute la cour sur place. C'est-à-dire les deux accusés, les magistrats, les jurés, le greffier, l'avocat général, les parties civiles, les avocats de la défense, tout le monde. Et toute cette smala se déplace au gré des souvenirs de Béatrice. Non, c'est pas là. Attendez, c'est peut-être là. Non, c'est pas là. C'est par là, peut-être, non? Non, je retrouve pas. Elle ne retrouve pas l'endroit, elle ne le retrouve pas. Elle dit qu'il faisait nuit, mais qu'elle se souvient très bien d'une antenne, pas loin. Alors le juge fait appel à des hélicoptères de la gendarmerie. Ils identifient l'émetteur de la SAUP, une grande antenne métallique. Et le juge en conclut que le corps a sans doute été jeté du Cap Canaille. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors, va pour le Cap Canaille. Ça fait 5 heures que toute la troupe est sur le terrain. Et quand elle arrive sur place, Béatrice s'effondre à genoux. C'est là, j'en suis sûr. Et là, elle se met à raconter. Elle se met à raconter comment ça s'est passé, depuis le début. Quand je suis rentré chez moi, Jean-Claude, il avait un couteau à la main. Et Jean-Pierre, il était étendu sur le dos. Il m'a dit, moins t'en sais, mieux ce sera. Et il m'a juste demandé de l'aider à faire disparaître le corps. Moi, j'ai obéi. Et donc, il m'a amené jusqu'ici. Il a arrêté la voiture au bord du chemin. On a continué à pied. À mi-parcours, je me souviens, j'arrivais pas à porter le corps. Je suis tombé. J'avais les jambes coupées, quoi. Et puis, Jean-Claude, il a poussé le corps du haut de la falaise. Et puis, depuis, j'ai eu peur pour ma vie. J'en savais trop. J'étais obligé de me taire. Je voulais pas finir comme ça. On envoie des gendarmes en rappel au bas de la falaise et ils tombent sur des restes humains très détériorés. Rien qui ressemble à un squelette et aussi des bouts de tissu et une bague. Et là, ils font une découverte extraordinaire qu'ils transmettent tout de suite là-haut au président de la cour d'assises et à tous ceux qui attendent en haut de la falaise du Cap Canaille. On a retrouvé un crâne, hein. Mais il y a quelque chose qui va vous intéresser, monsieur le président. Il n'y a pas une, mais il y a 2 mandibules. Deux mandibules? Donc, il y a 2 cadavres en bas de cette falaise. Dans la foulée, le médecin légiste établit que le crâne et l'une des mandibules et les vêtements bleu clair appartiennent à Jean-Pierre Faure,
le mari de Béatrice. Elle n'avait pas menti. Et l'autre mandibule et la bague appartiennent à Dominique Ortiz, l'éleveuse de chevaux, la fiancée disparue de Jean-Claude Doulieri, disparue enceinte il y a presque 3 ans. Elle est là et elle est morte. À partir de là, entre Béatrice et Jean-Claude, c'est plus le grand amour, hein. Le juge les réunit au domicile des Forts pour une reconstitution du crime. Il lui lâche: c'est qu'une menteuse. Tu te paieras. Tu sais très bien que c'est pas moi. Et Béatrice, un brin comédienne, se tourne alors vers le juge. Vous remarquerez, monsieur le juge, que c'est moi qui vous ai livré les corps. À partir de là, c'est chacun pour soi. Et elle rêve d'un acquittement en récompense de tout ce qu'elle a révélé. Le procès de Jean-Claude Doulieri et de Béatrice Faure pour le meurtre de Jean-Pierre reprend le 15 septembre 2008. Et une fois de plus, Béatrice ressort le grand jeu. Le maquillage bien chargé, le brushing de compétition. Son avocate lui a dit que c'était pas une bonne idée, mais elle n'en a fait qu'à sa tête. Le moment clé de ce deuxième procès, c'est le jour où on écoute les enregistrements des conversations téléphoniques entre Béatrice et Jean-Claude. Et ça c'est de la vérité en barre, parce que dans cet enregistrement, on n'entend que des mots d'amour et de rire. Madame Faure, votre mari vient d'être assassiné et vous riez à gorge déployée. Vous trouvez ça normal? Monsieur le Président, il faut comprendre que j'avais peur. Alors je jouais la comédie. J'étais un témoin gênant. Je me disais qu'il pouvait me faire la même chose, quoi. Mouais. Quand tombe le verdict, Jean-Claude Doulieri prend le max, perpétuité, avec une peine de sûreté maximale de 30 ans. Mais elle, Béatrice, qui rêvait d'être acquittée, eh bien elle prend 20 ans. Les jurés ont considéré qu'elle était la commanditaire de l'assassinat de son mari. Doulieri fait appel, mais pas elle. Il est donc rejugé seul, pour pas grand-chose. Il prend à nouveau perpète. Sa peine de sûreté est juste réduite à 25 ans. Mais c'est pas fini. Maintenant, il faut juger Doulieri pour l'assassinat de Dominique Ortiz, et oui. Le procès s'ouvre en février 2010 devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Il est seul dans le box. Sa mère Georgette, soupçonnée de complicité pendant l'instruction, est morte il y a 5 ans. Et pour cet assassinat, il en prend pour 20 ans. Pas 20 ans de plus. En France, on n'additionne pas les peines de prison. La plus grosse peine avale la plus petite. Et donc Jean-Claude Doulieri est condamné à perpète pour l'ensemble de son œuvre. Et à cette heure-ci, ma foi, il est toujours en prison. J'ai choisi de débriefer cette histoire avec vous, maître Victor Gioia. Vous étiez dans cette affaire l'avocat des deux familles de victimes, donc la famille de Jean-Pierre Faure et celle de Dominique Ortiz. Et je voudrais qu'on commence par le verdict du premier procès qui condamne Jean-Claude Doulieri pour le meurtre de Jean-Pierre Faure. Il prend perpétuité, avec 25 ans de sûreté. Et c'est une peine qui est rarement donnée en France. Et ensuite, il est condamné à 20 ans. Seulement, j'ai envie de dire, pour le meurtre de Dominique Ortiz. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer le hiatus de ces deux verdicts pour des faits qui, au fond, sont sensiblement les mêmes? Écoutez, j'ai pas d'explication. Moi, en tant qu'avocat de partie civile dans ces deux dossiers, ce que je peux vous dire, c'est que dans l'une et l'autre affaire, les familles, elles, n'en sortent pas autrement qu'anéanties, et qu'il n'y a pas ni de gagnant ni de perdant dans un procès d'assises. C'était le drame du début à la fin, un anéantissement total. Je pense qu'il y a une vérité judiciaire et on doit s'en accommoder. Qu'est-ce que vous pourriez nous expliquer maintenant, maître, qui nous permettrait de comprendre qu'une fois, on le condamne à la perpète avec 25 ans de sûreté, et que la fois d'après,
à 20 ans seulement pour deux meurtres qui se ressemblent énormément. Il est différent dans les deux procès? Alors, dans le second procès, effectivement, il y a pas toute la mise en scène qu'on peut avoir avec Béatrice Frustieri qui donne un change extraordinaire. Dans le second procès, nécessairement, il a moins de contradictions et il a appris. En fait, ce Doulieri est un animal criminel qui est assez intuitif. Il s'adapte parfaitement et il tire les enseignements de ses erreurs. Il perfectionne le geste criminel comme il perfectionne sa prestation à l'audience. Il a été nécessairement meilleur lors du second procès parce qu'il a tiré toute la quintessence de ce qui s'est passé à la première audience. Il n'a pas reproduit les mêmes erreurs, évidemment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, maître Gioia, sur le bonhomme, sur le personnage? Quelque chose qui expliquerait qu'on le condamne à perpétuité avec 25 ans de sûreté, c'est-à-dire qu'on le met à l'écart pour la quasi-totalité de sa vie. Quelque part, sur la première audience, il est condamné pour la totalité de son œuvre. Vous savez, les enquêteurs, quand ils ont, et notamment, on peut saluer la performance de la gendarmerie et du gendarme Cruz qui a été remarquable dans ce dossier. Ces gens qui se sont acharnés avec à l'époque une police, et une gendarmerie et des investigations compliquées, mais vraiment un acharnement pour arriver à identifier le personnage. Quand on cerne la famille Doulieri, c'est une famille dont on peut se demander s'il n'y a pas l'instinct criminel dans le gène. La disparition extraordinaire. Il est aguerri à la garde à vue. Il voit très bien que lorsqu'il ne dit rien, lorsqu'il est impassible, la justice ne passe pas. Il a déjà cette première expérience. Et puis ensuite, il y a tout son comportement dans la première affaire concernant Dominique Ortiz. Quand on met bout à bout, on a un spectre, on a un profil criminel terrifiant. Donc je pense qu'il y a une volonté à un moment de protéger la société parce que